Vous venez de l'Assemblée, merci d'avoir fait l'effort de venir jusque-là pour débattre ici sur Sud Radio entre 11h et midi. J'expliquais, je disais qu'il y a toujours une très forte mobilisation contre la réforme des retraites dans la rue, qu'il y a moins de grévistes, on expliquait, et vos deux collègues députés expliquaient que c'était pour des raisons de coût de la vie, tout simplement, parce que ça coûte cher de faire grève. J'imagine que vous êtes sur le même terrain. Bien, mais je voulais vous poser une question. On est en situation de blocage aujourd'hui, blocage total, avec d'un côté le gouvernement, de l'autre côté les syndicats unis. Qui va débloquer peut-être le Conseil constitutionnel? Est-ce que vous pensez que le Conseil constitutionnel va débloquer la situation de l'Orblin? Ce qui est certain, c'est que les manifestations, effectivement, sont maintenues jusqu'au 14. Et les manifestants attendent cette date, j'imagine, pour prendre une ou l'autre décision, ou alors changer leur mode d'action. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il faut que le gouvernement ait un discours de vérité à l'égard des Français. Et vous l'avez dit, je sors de l'hémicycle, on voit bien ce discours d'entre-deux, en même temps, où en fait les Français ne savent plus ce qui se passe, ne savent plus là où ils veulent aller. Donc il faut vraiment qu'il renoue le dialogue avec les organisations syndicales, mais qu'il ait aussi un discours de vérité sur la situation du pays. C'est-à-dire que quand on reprend quand même les choses, on parle de notre système de retraite, donc un système social, pour permettre à nos aînés d'avoir une vie décente lorsqu'ils ne sont plus en activité. Donc la question, c'est est-ce que l'on veut garder ce système qui maintient le lien intergénérationnel, ou est-ce qu'on veut le mettre complètement à bas et mais vous dites renouer le dialogue. Le dialogue est impossible aujourd'hui. Effectivement, oui, mais quand quelle serait votre solution? Vous seriez au pouvoir. Comment feriez-vous pour renouer le dialogue? Moi, je crois qu'il faut avoir ce discours de vérité et il faut garder un cap sur un discours de vérité. Le gouvernement dit « nous maintenons notre réforme et nous maintenons le départ à 64 ans ». C'est vrai que la situation est inextricable aujourd'hui. Donc il y a blocage. Je suis bien d'accord avec vous, mais je ne suis pas au gouvernement et je n'ai pas la prétention d'y être d'ailleurs. Et donc je ne me suis jamais projetée dans cette position. Mais je crois qu'effectivement, cette réforme a été mal nouée dès le départ. Donc effectivement, aujourd'hui, on est dans une situation inextricable, mais je crois que les syndicats doivent quitter leur posture idéologique. Et moi, je regrette que la gauche, l'extrême gauche, garde toujours ces dogmes de faire croire qu'on peut revenir à la retraite à 60 ans. Est-ce que véritablement, si on expliquait aux Français la situation dans laquelle est notre pays, qu'on ne peut pas se permettre ce qu'a fait François Mitterrand dans les années 80, ce n'est juste plus tenable financièrement. Aujourd'hui, on parle et on voit effectivement à quel point les Français sont touchés par l'inflation. Le débat aujourd'hui dans l'hémicycle ce matin, il est sur savoir si on doit donner une prime alimentation ou non aux Français. Les Français, ils demandent pas l'aumône. Ils ne demandent pas qu'on à quémander, ils ne demandent pas à venir chercher de l'argent public au gré de ce que veut bien lui distribuer le politique. Les Français, aujourd'hui, ils veulent travailler. Ils veulent avoir et percevoir le fruit de leurs efforts. Ils veulent pouvoir se lever le matin et se dire le soir, voilà, j'ai rempli la marmite, je vais pouvoir élever mes enfants et je peux avoir une vie convenable. C'est ça aujourd'hui ce qu'on nous dit sur le terrain. Donc les syndicats sont complètement déconnectés de cette réalité profonde des Français. Peut-être que le fond de la contestation, c'est évidemment la hausse du coût de la vie. Mais bien sûr, et les difficultés pour boucler les fins de mois. Et c'est vrai que c'est même pas une question de classe sociale. C'est tous les Français qui sont touchés et qui voient se réduire à portion congrue la force de leur travail. Et c'est ça qu'il faut que l'on arrive à restaurer, c'est l'équité et permettre aux Français de vivre de leur travail. Alors, Laurent Berger dit « Nous vivons une crise démocratique ». Olivier Dussopt lui répond « Non, c'est une crise sociale et politique ». Vous en pensez quoi à la France insoumise? Dites-moi, William Martinet. D'abord dire que le discours qui a été tenu à l'instant par ma collègue macroniste est absolument insupportable. Je suis député des Républicains, donc vos éléments de langage, vous pouvez les oublier. Le discours de la vérité, on ne s'en sortira pas avec ça. Enfin, expliquer que la vérité est du côté de durcir... non, mais la vérité est du côté de allonger la durée de cotisation, reculer l'âge de départ à la retraite, et que les Français qui contestent cette réforme des retraites sont des Français qui n'acceptent pas le discours de vérité. C'est ça qui met les gens en colère. Donc je pense qu'il faut arrêter avec ces propos. Et pour ce qui est des syndicats et de leur soi-disant déconnexion avec la réalité sociale, là vous avez
avez raison de dire une chose, ça je le partage, les gens veulent vivre de leur travail, mais pour que les gens vivent de leur travail, il faut augmenter les salaires. Et c'est ce que demandent tous les syndicats. Et c'est ce que défendent, et c'est ce que pensent la plupart des salariés. Et quand vous nous dites discours de vérité sur l'état des finances de la France, mais excusez-moi, il y a chaque année dans ce pays 160 milliards d'euros de cadeaux fiscaux ou de cadeaux sociaux qui sont faits aux grandes entreprises. C'est ça qui ruine le pays, c'est ça qui fait qu'on n'a pas les moyens soit d'augmenter les salaires, soit de financer nos services publics. Donc prenons cet argent-là et redistribuons à ceux qui effectivement travaillent dur et malheureusement n'ont pas des revenus qui sont satisfaisants. Réponse à ce que vient de dire William Martinet, Christophe Marion, et ensuite crise démocratique ou alors crise sociale et politique. Ce que je constate, c'est qu'on a baissé l'impôt sur les sociétés, on a baissé les charges sociales sur les entreprises et on a redonné de la compétitivité à nos entreprises. Et en fait, la France aujourd'hui redevient un pays à la fois où les investissements étrangers viennent, alors que c'était plus le cas, et puis où les entreprises finalement créent de l'emploi et on a un taux de chômage extrêmement bas. Donc je veux bien qu'on se remette à taxer à nouveau les entreprises. En fait, ça veut dire simplement qu'on augmentera le chômage. C'est tout. C'est assez simple finalement. Maintenant sur le sujet crise démocratique, on peut pas dire je termine. Moi, je ne vous coupe pas. J'écoute votre litanie de discours. Souffrez de m'entendre. Sur la crise démocratique, il y a une crise politique, on est d'accord. Il y a une crise sociale, on est d'accord également. Il n'y a pas de crise démocratique. Nos institutions, elles fonctionnent. Alors certes, on peut être d'accord ou non sur le 49.3, j'étais contre l'emploi du 49.3, donc je le dis très facilement et je me suis exprimé publiquement sur ce sujet. Je n'étais pas le seul. On peut contester l'utilisation du biais du projet de loi de financement de la sécurité sociale. On peut contester l'ensemble, et y compris le Conseil constitutionnel, parce que dès qu'il prendra une décision, je pense qu'elle sera immédiatement contestée par celles et ceux qui ne seront pas d'accord avec. Mais au fond, ça fonctionne. Nos institutions aujourd'hui fonctionnent. Je sais qu'on a dans l'hémicycle des gens qui prônent le droit à l'insurrection, reprenant une très vieille constitution qui n'a jamais d'ailleurs été appliquée en France, mais au fond on peut essayer de renverser la table. Je crois qu'aujourd'hui on a des institutions solides et c'est pas en les critiquant qu'on arrivera à sortir notre pays de la crise. Bien, institutions solides. Alors William Martinet, question, le Conseil constitutionnel rendra sa décision le 14, c'est-à-dire vendredi prochain, pas ce vendredi, pas demain, mais le vendredi suivant. Est-ce que vous contesterez la décision ou pas? Alors d'abord dire que le Conseil constitutionnel, s'il juge uniquement en droit, a déjà 1000 raisons de censurer ce projet de réforme des retraites. Non, mais il faut le dire. Oui. Il faut le dire. Oui. Que ce soit l'article 47.1, c'est-à-dire de limiter le temps de débat sur cette réforme des retraites en prenant le prétexte d'un projet de loi de finances rectificatif qui normalement est utilisé pour corriger des situations d'urgence dans l'année et absolument pas pour faire des réformes structurelles comme la réforme des retraites. Donc simplement cet argument, en droit, ça suffirait à justifier la censure du texte. Ensuite, il y aura une question politique, sans doute, que vont se poser les membres du Conseil constitutionnel, même si évidemment ils l'assumeront pas. C'est de dire, est-ce que la censure du texte, c'est aussi politiquement un moyen de sortir le pays de l'impasse? C'est-à-dire avec un président de la République qui est seul, qui est entêté, qui impose un projet de loi à un peuple français qui ne le veut pas. Est-ce que la censure, c'est pas un moyen finalement à ce que tout le monde, personne ne perde la face et que le pays sorte de la crise? En tout cas, quelle que soit la décision, et même si le Conseil constitutionnel valide ce texte, heureusement que dans notre pays, dans un état de droit, le Conseil constitutionnel valide un texte, ça n'empêche pas de conserver son opinion, c'est-à-dire d'être en désaccord avec ce texte, et ça n'empêche pas non plus le droit de manifester et de continuer à se mobiliser. Donc moi je vous le dis, c'était ça votre question. Nous allons continuer à nous mobiliser contre ce texte, et on se rappelle l'histoire sociale de ce pays. Il y a déjà eu des projets de loi validés par le Conseil constitutionnel, promulgués, qui ont été finalement retirés sous la pression sociale. C'était par exemple le cas de Jacques Chirac en 2006, avec le contrat première embauche, et peut-être que le président de la République devrait s'inspirer de la sagesse de Jacques Chirac à l'époque. C'est pas ce que vous disiez à l'époque. L'éloge de Jacques Chirac, dites-moi. On était très contents. J'étais dans les manifestations contre le contrat première embauche et j'étais très content que Jacques Chirac le retrait du CPE. Je vais revenir sur... Bien sûr que si, justement. Non, mais ne portez pas le message de la voix de Jacques Chirac à cette époque. C'est simplement ce que je veux dire. On était très heureux que Jacques Chirac, à l'époque, même
si idéologiquement, politiquement, il était convaincu de ce projet de loi, et c'était bien évidemment son droit, à l'époque, Jacques Chirac a pris conscience que dans le pays, la contestation sociale était si forte qu'il n'était pas raisonnable d'imposer au pays un tel projet de loi. Je vais revenir sur cette crise démocratique dont parle Laurent Berger. Y a-t-il, oui ou non, crise démocratique? Juste après la pub, il est 11h19, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. 11h22, alors crise démocratique ou pas? Moi je voudrais, vous allez réagir, je voudrais reprendre le tweet de Bastien Lachaud ce matin, ou hier, je ne sais plus. La démocratie recule en France. Yael Braun-Pivet sanctionne les députés. Darmanin veut couper les subventions de la LDH, la Ligue des droits de l'homme. Macron veut encaserner des enfants. Ça, j'ai pas très bien compris, je crois que c'est le SNU. C'est pas tellement la volonté, mais enfin bon, peu importe. Leur modèle, c'est Vichy. Attendez, leur modèle, c'est Vichy, la République, c'est nous. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que pour Emmanuel Macron, le modèle qu'il suit, c'est celui de Vichy? Je ne sais pas si le modèle qui suit, c'est celui de Vichy. Mais c'est ce que dit Bastien Lachaud. Moi, je pense qu'il y a une dérive autoritaire. Je pense qu'il y a une dérive autoritaire dans le pays et que nous sommes dans un moment où finalement tous les travers de la Ve République, c'est-à-dire sa capacité à donner tous les pouvoirs à un seul homme et à décider contre le pays, eh bien ces travers-là sont en train de se révéler. Voilà, on paye aujourd'hui le prix d'avoir une constitution, alors qui date de 58, qui a été rédigée à un moment où on était sous la menace d'un coup d'État militaire et où donner tous les pouvoirs au général de Gaulle était vu comme la seule façon de sortir la crise. Mais sauf que ce qui a peut-être marché à l'époque, enfin encore ça fait débat, aujourd'hui c'est plus du tout adapté. Aujourd'hui ça se transforme en constitution qui permet par différents articles de museler le débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, et qui permet à un homme seul d'imposer son projet de réforme des retraites, quoi qu'il en coûte, contre le peuple français, contre l'ensemble des organisations syndicales, et même en partie contre sa majorité, parce qu'au sein de la majorité macroniste, ça commence à remuer. Il y a des députés qui se disent « je suis d'accord sur le fond, mais quand même cette réforme, elle nous coûte très cher », et l'entêtement d'Emmanuel Macron, qui lui n'aura pas besoin de se faire réélire aux prochaines élections, parce que c'est son dernier mandat. Médiation. Voilà. Donc on a un problème d'institution, et donc pour sortir de cette crise, il va nous falloir effectivement une 6e République qui, à un moment, donne plus de respiration démocratique et donne plus de capacité aux électeurs, aux citoyens de voter, de décider. Par exemple, on pourrait faire des référendums. On pourrait être dans des institutions. On va voir le référendum. Oui, mais sauf qu'il faut que ce soit Emmanuel Macron, il faut que ce soit le monarque républicain qui accepte s'il nous donne le droit de faire un référendum ou pas. Moi, je pense dans ce genre de moment, l'initiative devrait être celle des citoyens. En fait, mais je vous repose la question, parce que j'aime bien poser la question, est-ce que le modèle d'Emmanuel Macron, c'est Vichy? Non, le modèle d'Emmanuel Macron, c'est pas d'accord avec ce que dit Bastien Lachaud? Je sais pas, j'ai découvert votre tweet en vous écoutant. Je vous le donne, merci. Mais je partage avec Bastien Lachaud l'idée qu'il y a une dérive autoritaire. Parce que c'est vrai qu'il y a la cohérence de plusieurs facteurs. Il y a ce sujet sur la réforme des retraites avec le propos que j'ai tenu, mais on a en même temps la question de la répression policière. On a en même temps effectivement Darmanin, un ministre de l'Intérieur, qui se permet, pour parler de l'opposition, de parler de terrorisme intellectuel. Bon, les mots ont un sens. C'est dangereux de faire ça. C'est dangereux d'expliquer que le débat politique sont excessivement dangereux. Sont terroristes. Sont terroristes. Non, mais vous avez le droit. Et ça fait partie du débat politique de dire quels sont les désaccords. Oui, non, mais là, Darmanin a utilisé le mot terroriste pour qualifier l'opposition politique. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Parce qu'à partir du moment où on dit que les adversaires politiques sont en fait des terroristes, on ouvre la porte à toutes les radicalités. C'est des propos qui sont dangereux. Donc j'aimerais que, y compris du côté des macronistes, on descende un petit peu en pression et qu'on accepte le désaccord politique. Et voilà, si vous pouvez envoyer ce message à votre ministre de l'Intérieur de baisser d'un ton. Quand on est une femme, il faut se battre. Ce tweet est quand même intéressant. Monsieur Lachaud compare le président de la République et la Ve République telle qu'elle est exercée aujourd'hui au régime de Vichy, c'est-à-dire à un régime qui a collaboré avec les Allemands pour envoyer des Juifs dans les chambres à gaz. La réalité, elle est là.
Les mots ont un sens et c'est des mots qui sont d'une force absolue. Comment? Alors on nous accuse après d'avoir réduit le temps du débat en utilisant le PLFSS comme moyen pour discuter de cette réforme des retraites. Ce qui n'est pas faux. Moi j'ai vécu les 15 jours de débat. Je peux vous dire que ça aurait pu durer 6 mois ou 1 an avec cette qualité de débat qu'on a eu. Franchement, merci. Quand vous avez face à vous... Ça a permis de débusquer l'arnaque de la retraite à 1 200 €, quand vous avez face à vous des gens qui vous disent que le président de la République peut être comparé à Pétain ou au régime de Vichy, franchement, vous voyez la qualité du débat. Donc, au fond, on ne peut pas à la fois dire on veut du débat et en même temps mettre en place tous les éléments pour qu'il ne fonctionne pas parce qu'on est dans l'insulte, l'invective ou l'exagération. Je crois qu'à un moment, il faut retrouver le sens du débat démocratique. Mais en fait, vous voyez finalement ce à quoi on assiste dans l'hémicycle, c'est-à-dire un gouvernement, une extrême gauche qui se renvoie un peu la balle et qui finalement se sert très bien l'un de l'autre, au détriment des Français. Parce que moi, quand j'entends le discours de la France insoumise, le meilleur vecteur de la France insoumise, c'est la peur, la crainte et la terreur. Et aujourd'hui, moi je considère qu'il faut qu'il y ait de l'ordre dans le pays et il faut que les choses soient claires. Parce qu'on vit dans une société de confusion où on fait croire que tout le monde peut faire tout, qu'on ne sait plus où on va et finalement on laisse planer un flou. Et ce flou porte préjudice aux Français parce qu'ils sont perdus, ils manquent de repères et ils ne savent pas où on veut les conduire. Et c'est la grande faillite d'Emmanuel Macron, de son gouvernement, de ses parlementaires, c'est d'avoir fait croire aux Français qu'on pouvait tout faire avec la gauche, avec la droite. Je distribue un peu à gauche, distribue un peu à l'extrême gauche, un petit peu à droite, un petit peu à l'extrême droite. Et puis tout ça va très bien se faire parce qu'il faut s'enrichir les uns les autres. Oui, bien sûr qu'il faut s'enrichir les uns les autres. Mais il faut s'enrichir avec une ligne. Et aujourd'hui, la ligne, on ne la connaît pas. Donc les Français, à la fois, voient qu'ils fournissent des efforts, ils sont méritants, ils veulent s'en sortir, ils essayent d'affronter les crises avec vraiment une très grande conciliation, je trouve. Et je trouve vraiment une abnégation, sincèrement, qui force admiration, parce que quand même, on paie le poids des lourdes conséquences politiques qui ont été celles de la gauche et de l'extrême gauche pendant des années. Et quand je dis ça, je pense notamment à l'énergie. Et en même temps, aujourd'hui, on leur dit, continuez à faire ce que vous faites, mais on ne sait pas où on va vous emmener. Et la responsabilité, elle est là. Et c'est ce que moi je dis, mon discours, il est de dire, il faut que vous fournissiez des efforts, parce que c'est qu'avec le travail que vous vous en sortirez. Donc surtout, ne lâchez rien. La France est courageuse, les Français sont courageux. La force de vos travail fera qu'on arrivera à permettre à ce qu'ils puissent vivre décemment de leurs efforts. Et c'est ça le message qu'on doit leur envoyer. Bien, nous allons parler politique juste après la pub, parce qu'il est déjà 11h30, et vos réactions à ce sondage important. Or, je sais bien que nous sommes à 4 ans d'une élection présidentielle. Je me méfie terriblement des sondages. Pourquoi ? Parce que finalement, une élection présidentielle, c'est la photographie de l'état de l'opinion 3 mois avant l'élection présidentielle et au moment de l'élection. C'est pas la photographie de 4 ans. Néanmoins, ces sondages permettent de regarder les mouvements politiques. Et on voit qu'il y a une poussée du Rassemblement national et notamment de Marine Le Pen. À tout de suite, 11h30. Jacques Bourdin. Bien, 11h33. Je voudrais votre réaction parce que ce sondage, qui est un sondage important sur le terrain purement politique, sondage qui a été publié hier, c'est un sondage fiducial Sud Radio avec le Figaro Magazine, un sondage IFOP qui dit quoi ? Imaginons dimanche élection présidentielle. Je vais vous donner le résultat. Alors, le candidat de la majorité, c'est Édouard Philippe. Mais évidemment, c'est quand même le candidat le plus probable, quand même, non, Norblin ? Moi, j'y crois pas. Vous n'y croyez pas, vous ? Moi, je pense qu'en fait, Emmanuel Macron essaie de faire planer le doute, fait monter les ambitions, les uns les autres se voient à la place, voilà. Mais en fait, je ne crois pas plus à Édouard Philippe qu'à un Bruno Le Maire, qu'à un Gérald Darmanin. Et d'ailleurs, moi, les sondages, sincèrement, je pense que les Français, c'est la même chose, me laissent totalement froide. Je suis assez comme vous, mais ça montre quand même, des tendances. Ça montre des tendances. Alors, ça sonde l'état d'esprit de la France. Imaginons, un état d'esprit. Imaginons, hypothèse Édouard Philippe, candidat majorité présidentielle, nouvelle majorité présidentielle, ça donnerait en tête Marine Le Pen 29%, Édouard Philippe 26%, Jean-Luc Mélenchon 17%. Ensuite, alors je cherche parce que ça descend très bas, c'est Éric Zemmour 6%. Fabien Roussel, 5. Et ensuite, alors, je ne vais pas plus loin. Le candidat des Républicains,
Je le cherche, il serait très bas, à moins de 4. Non, parce qu'on n'est pas du tout... 4,5. Une élection présidentielle, c'est une élection qui se prépare à l'avance. On n'est pas dans l'immédiateté là de l'élection présidentielle. On sort d'une élection. Oui, donc on a 4 ans pour se mettre en ordre de marche, et c'est tout l'objectif des Républicains. Voilà, on n'est pas en train d'essayer d'avoir un acquiescement autour d'une personnalité, ce que les médias aimeraient beaucoup. Voilà, on essaie de travailler sur le fond. D'ailleurs, c'est la ligne d'Éric Ciotti. Et c'est pour ça que les sondages me laissent froide, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société qui se gave aux sondages et à l'information en direct. Vous savez, les sondages laissent froid quand on est bas. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Vous savez, en 2017... Je parle pour la classe politique que je connais par cœur, qui se méfie des sondages quand ils sont mauvais et qui les encense quand ils sont bons. Non, je suis pas d'accord avec vous, parce que il faut rester la tête froide, parce que ce qui compte, c'est le terrain. Mais je suis une femme de terrain. Vous avez raison. Et personne aujourd'hui, je vais vous dire mon sentiment et ce qui se passe, personne aujourd'hui me parle de l'élection présidentielle. Non, mais évidemment. Donc, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est qu'on agisse. Et la droite n'a jamais gagné une élection sans rassembler, sans travailler et sans porter des messages qui parlent aux Français. Et c'est ce que la droite doit faire, et ce que la droite est en train de construire. Que constate-t-on à travers tous ces sondages qui paraissent? C'est que Marine Le Pen est en progression. Oui. Ça, c'est un constat. Elle est en progression. Alors pourquoi est-elle en progression? Posons-nous la question. Est-ce qu'elle est en progression parce qu'elle propose plein de choses et parce qu'elle a une attitude qui aujourd'hui correspond aux aspirations des Français? Et pourquoi ne pas le dire si c'est la réalité, évidemment. Ou alors, est-ce qu'elle profite de cette confusion, vous parlez de confusion politique, pour tirer son épingle du jeu? Moi, je pose la question. Alors, au fond, Christophe Marion. Oui, il y a deux sujets. D'une part, elle profite du fait qu'elle ne dit rien. Moi, je n'ai quasiment pas entendu les députés du Rassemblement national pendant la réforme des retraites, pendant le débat à l'Assemblée nationale. Je ne les ai quasiment pas entendus. En fait, ils ne prennent pas de risques, ils n'annoncent rien et ils surfent sur la vague. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, elle profite aussi du fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à mettre de la complexité dans les échanges qu'on a avec la population française, avec nos concitoyens. Aujourd'hui, le monde est complexe. Pas du tout. Moi, je discute avec eux très simplement. Quand je parle réforme des retraites, quand je parle partage de la valeur, eh bien, ça n'est pas des slogans. Et on ne peut pas discuter avec les Français à l'aide de 3 slogans faciles. Or, Marine Le Pen, c'est ce qu'elle fait. Et, eh bien, au fond, ça fonctionne. Eh bien, je crois que nous, notre responsabilité, parti de gouvernement, c'est d'expliquer les choses, d'y mettre du temps, de faire de la pédagogie. Je suis désolé. Mais non, Marine Le Pen a un discours clair. Il est anti-européen. Mais anti-européen. C'est la faute de Maastricht. C'est le discours est clair. J'étais élu local, j'étais maire il y a encore un an. Moi, je suis tout le temps sur le terrain. Tous les week-ends, je suis sur le terrain. Je rencontre les Français. C'est pas parce que vous aviez un mandat local que pour autant vous êtes sur le terrain. Quand vous dites que c'est difficile de nouer le dialogue avec les Français, je vous assure que c'est pas difficile du tout. C'est difficile de leur expliquer. Non, ils comprennent très bien. C'est simplement que le politique, et c'est ce qui est justement cette grande faillite du macronisme, si on peut dire les choses ainsi, c'est que Emmanuel Macron se place au-dessus de tout, croit tout savoir, avec un parti de technocrates, de cadres, de grands penseurs, de sociétés qui vont faire des analyses en dehors du Parlement, va développer des petites commissions ici ou là, et il va croire que les experts, que tout ça va lui donner le savoir, parce que lui est le sachant, les Français ne savent rien. La situation est très simple sur le terrain. Allez écouter les Français, et moi, quand je prends la parole, dans l'hémicycle, je porte ce que l'on me dit. Et quand on me dit que ça va bien, je vote, et notamment la réforme des retraites. Il fallait sauver notre système par répartition, ce que ne veut pas l'extrême gauche. Mais ça, c'est son choix. Mais il y a des choses aussi où on ne peut pas laisser aller. Et il faut dire les choses. Et donc les Français, vos concitoyens comprennent la réforme des retraites dans votre circonscription. Vous allez leur expliquer, ils le comprennent très bien. Quand je leur explique de la manière où je voulais expliquer, c'est-à-dire qu'il faut travailler si on veut sauver cette solidarité intergénérationnelle, oui, les Français m'entendent. Alors William Martinet, chaque sondage, pourquoi Marine Le Pen progresse régulièrement dans les sondages en ce moment? Je vous pose la question. Chaque sondage est l'occasion d'une opération de promotion de Marine Le Pen, expliquant que elle a tout compris, elle a les bonnes propositions, elle est en phase avec les Français. Vous pouvez pas contester. Je vais vous donner des chiffres que vous ne pourrez pas contester. Comme les Français n'ont pas une mémoire de poisson rouge, ils ont l'expérience des sondages et du résultat des élections présidentielles, que ce soit 2012, 2017 ou 2022. Dans ces sondages, systématiquement, ce sont des faits que je dis, Mélenchon est sous-coté
Marine Le Pen est surcotée. Je vous donne des chiffres. On parle de chiffres. 3 jours avant le premier tour de 2022, le même institut de sondage annonçait Jean-Luc Mélenchon à 17%. Vous savez qu'il a fini à 22%. 1 an avant, Jean-Luc Mélenchon était annoncé à 11%. 1 an et demi avant, il était annoncé à 7%. Et c'est la même chose pour Marine Le Pen dans l'autre sens. En gros, entre un sondage 1 an avant et le résultat qu'elle a fait au premier tour, elle perd à peu près 5 points. Donc, pour des raisons sociologiques, politiques, on peut en débattre, c'est peut-être pas le moment, il y a systématiquement cet effet où Mélenchon est plus bas et Le Pen est plus haut. Et même, j'irai un petit peu plus loin, parce que là, vous parlez du sondage qui est testé avec Édouard Philippe. Mais si on teste les autres candidats putatifs pour représenter la Macronie. Oui, enfin, putatif, Bayrou, il ne sera jamais candidat. Voilà, déjà, le maire ou Darmanin, je sais pas, le collègue macroniste nous dira ce qui est le plus crédible. Dans cette configuration-là, quel est le second tour? C'est Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Et même mieux, je fais toute l'analyse du sondage. Si Jean-Luc Mélenchon rassemble toute la NUPES, il est annoncé dès maintenant à 22%. Et donc si on prend en compte le phénomène dont je parle tout à l'heure de Mélenchon sous-côté, vous n'arrêtez pas de vous déchirer entre vous. Écoutez, la preuve, c'est les électeurs dans le sondage qui disent. Mais vous avez menti. Vous avez menti aux électeurs. Non mais je le traite exactement. Je vous ai pas interrompu tout à l'heure, s'il vous plaît. Je traite exactement comme vous l'avez dit. Il faut le prendre pour l'objet statistique qu'il est, et ensuite on analyse, on commente, etc. Et donc moi je vous dis, cette tendance-là, on n'a jamais été hors campagne présidentielle aussi. Enfin, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, on n'a jamais été aussi haut. Donc non, ça c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. C'est normal que, or, c'est même courant chez elle. L'hypothèse Bruno Le Maire, vous savez à combien elle est? Plus de 30%, je sais plus. Je sais pas. Voilà. L'hypothèse Gérald Darmanin est 35. Banal. Voilà. Donc banal que Marine Le Pen soit testée aussi haut dans des sondages hors campagne électorale. Donc juste qu'il faut se dire, je dis juste ça, pas pour dire qu'il n'y a pas de menace de l'extrême droite et de Marine Le Pen. Je pense que c'est un sujet très sérieux. C'est le débat politique, on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Et pourquoi il ne faut pas voter pour... Plus vous parlez, plus vous faites monter l'extrême droite, plus vous faites monter Marine Le Pen. Je ne sais pas sur quoi vous êtes le parti du chaos, vous êtes le parti du désordre. Quel est le seul parti qui, dans les classes populaires, rivalise avec Marine Le Pen? Vous mettez à chercher le pays. Est-ce que c'est LR? Est-ce que c'est Valérie Pécresse qui allait chercher les ouvriers et les employés pour qu'ils votent pas Rassemblement National? Vous n'existez pas dans ces catégories socioprofessionnelles. Que ce soit les Républicains ou les macronistes, vous n'existez pas dans les catégories populaires. Les seuls partis politiques qui sont présents, c'est Le Pen et Mélenchon, c'est le Rassemblement National et la France Insoumise. Donc il y a ce débat-là. Ou le Parti communiste. Après, on a, excusez-moi, avec le respect que j'ai pour mes camarades communistes, leur score aux élections présidentielles fait qu'ils n'étaient pas présents significativement. Donc ça veut dire qu'on a une lourde responsabilité, on a du travail, c'est pas simple à faire, mais je pense, sans faire de politique fiction, dans les années à venir, le macronisme va s'effondrer, parce que je pense qu'on est en train de constater ça, et qu'on va passer d'une tripartition du paysage politique à une bipartition, et on va avoir un affrontement insoumis, Rassemblement National. C'est un long dialogue tout seul, monologue. Il n'y a pas de problème. Très vite, mais un peu de pub, et ensuite on donne la réalité, à Christophe Marion. C'est que Marine Le Pen profite de ce discours de désordre et de chaos porté par l'extrême gauche. À un moment donné, on paie aujourd'hui, effectivement, Marine Le Pen en profite. Les choix qui n'ont pas été ceux d'Emmanuel Macron, parce qu'il n'a jamais voulu trancher, et en même temps est parfaitement révélateur, et le laxisme dans ce pays. Pardon, mais Sainte-Soline, c'est à proprement scandaleux. Est-ce que vous avez entendu aujourd'hui un politique issu du gouvernement, Emmanuel Macron, dénoncer avec force et vigueur ce qui s'est passé à Sainte-Soline? Oui, Darmanin. Non, mais Darmanin, c'est le ministre de l'Intérieur, et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Rien. Donc, à un moment donné, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai laxisme. Ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Un vrai laxisme, parce qu'on laisse l'extrême gauche. Oui, peut-être. Un vrai laxisme qui laisse l'extrême gauche proliférer, parce que ça sert aussi le gouvernement, et parce que, après moi, le déluge. Vous pensez que le gouvernement, Darmanin, laisse l'extrême gauche agir? Aujourd'hui, il y a un jeu malsain sur le dos des Français, et moi, je le vois de plus en plus, et c'est grave. C'est très, très grave, parce que le fait de faire preuve d'un aussi grand laxisme,
populisme met le pays face à une situation inéluctable et qui crée aujourd'hui vraiment du malaise sur le territoire. Et c'est profondément dangereux et vraiment très très grave d'avoir ce discours parce qu'on ne peut pas on peut pas permettre aux Français malheureusement de vivre cette situation. Je vais donner la parole. Christophe Marion, vous allez la voir, mais je suis obligé de faire de la pub. Mais ne vous inquiétez pas, c'est vous qui allez prendre la parole tout de suite après la pub. À tout de suite. Jacques Bourdin. Il est 11h47. J'ai promis à Christophe Marion, Marine Le Pen, qui c'est une tendance, encore une fois, qui progresse dans les sondages. Qu'en dites-vous? Alors, moi, je suis content d'être venu d'abord parce que j'ai appris, alors tour à tour, la mort de Renaissance, ensuite l'élection à la prochaine présidentielle. Écoutez, on verra. À la prochaine présidentielle, la victoire soit de Marine Le Pen, soit de Jean-Luc Mélenchon. Alors, ceci dit, ça fait 15 ans qu'on me dit que Jean-Luc Mélenchon est le président de la République. Peut-être que ça arrivera un jour, je ne sais pas. Mais ce que je constate, moi, vous me parliez du terrain tout à l'heure, c'est qu'au fond, on est quand même un peu déconnecté de ce que les gens me disent sur le terrain. Parce que j'y suis tous les week-ends, y compris dans les milieux populaires. Y compris dans les milieux populaires dont je viens. Alors, c'est ma famille, j'arrive à m'y retrouver de temps en temps malgré tout. Ils me parlent de l'inflation. J'ai vu des boulangers la semaine dernière qui voient leur facture d'électricité exploser. On essaie de trouver des solutions pour ça. Ils me parlent de déserts médicaux. Ils me parlent de déserts médicaux. Et sur les déserts médicaux, on travaille dans une logique transpartisane avec LFI, le PS, les LR. Ils ne parlent pas un petit peu des retraites. Ils me parlent aussi de la réforme des retraites et je leur explique la raison pour laquelle j'y étais favorable. Mais au fond, ils ne me parlent pas de l'élection, de la prochaine élection, de la montée de Marine Le Pen. On nous a demandé de commenter un sondage. Moi non plus sur ma circonscription, j'ai parlé avec personne de la prochaine élection présidentielle. Mais vous parlez pas de la presse, mais vous parlez de Marine Le Pen. Oui, mais pour lutter contre Marine Le Pen, c'est les déserts médicaux qu'il faut résoudre. C'est l'inflation qu'il faut combattre. On vous parle jamais de Marine Le Pen. Ça, c'est pas vrai. Non, les Français nous parlent de ce qu'ils veulent voir dans leur politique. C'est ça qu'ils veulent. Ils vous parlent pas de personnalité politique. Ils vous disent voilà, vous êtes mon député. Voilà ce que vous devez faire. Voilà moi ce dont j'ai besoin. Pourquoi j'ai besoin d'un député? J'ai besoin que le député me défende. Et pardon, mais votre discours, moi, me fait très très peur parce que ça veut dire qu'on a les mêmes retours du terrain. Non, mais pardon, mais on a vraisemblablement les mêmes retours du terrain quand vous dites que vous parlez à des boulangers, etc. Mais pas la même manière d'agir. Donc c'est ça qui est dangereux, c'est ça qui crée un exemple. On a fait un tour de France sur les déserts médicaux. On a autour d'une même table, on a des députés, un député LFI, PS, Horizon, LR, qui viennent travailler en Renaissance avec moi. Les gens, la première chose, il y a 300-400 personnes dans chaque salle de l'étape du Tour de France qu'on fait. La première chose que les gens nous disent, c'est qu'est-ce que ça fait du bien de voir sur une même estrade des députés de tous horizons politiques qui travaillent ensemble. Ils ont besoin de ça. Mais c'est pas l'image qu'on donne à l'Assemblée nationale. La montagne va accoucher d'une souris. Et la montagne va accoucher d'une souris. Est-ce qu'il y a un député RN? Non, il n'y a pas de député RN. Voilà. Et bien là, vous avez tort. Je vais vous dire tout de suite, vous avez tort, parce que vous mettez le député RN à l'écart, et le député RN, il va dire quoi? Regardez, on nous met à l'écart. Mais c'est le en même temps d'En Marche. Les comités transpartisans se développent mais n'aboutissent jamais à rien. C'est simplement la communication. Servez-vous de ce qu'on vous propose comme solution. Les Républicains, votre collègue LR y participe, donc c'est bien qu'il doit y trouver du lien. Le gouvernement et la majorité, enfin les élus macronistes, vous voyez, n'ont plus du tout la même manière de concevoir les Républicains aujourd'hui, vous voyez, alors que nous on a gardé toujours notre ligne. Parce qu'on peut aider à faire passer. Mais non, mais c'est important parce qu'il faut se saisir de ce qui se passe et de ce que l'on dit et des propositions avec des réactions concrètes. C'est ça qu'il faut pour les Français. De la rhétorique du RN. On a beaucoup parlé des boulangers. Et des faillites des boulangers. Bien sûr. Au mois de janvier, il y a eu, je crois, 128 ou 135 boulangers qui ont fait faillite en France. Mais il y a eu 165 créations de boulangeries. Et le RN ne dit quoi? Dit, il y a eu 125 faillites. Écoutez, moi je veux bien personne ne lui répond. Mais il y a eu, à côté de ça, Monsieur Bourdin, 165 créations de boulangeries. Est-ce qu'on peut savoir où ont été créées ces 165 boulangeries? Pardon, parce que moi, je veux bien qu'on nous donne des chiffres, mais je n'ai pas une seule création de boulangerie dans mon territoire. En revanche, j'ai des fermetures. En ville, par exemple, à Paris, il y a eu plus de créations de boulangeries que de fermetures. Par exemple... Donc tout est concentré dans les agglomérations. Donc ça veut dire qu'on laisse tomber les zones rurales. Mais vous savez que c'est l'évolution malheureuse de notre société. Mais non, pas du tout. C'est pas une évolution. Non, mais c'est pas une évolution. Non, mais c'est pas simplement aujourd'hui on fait tout. Une évolution malheureuse. Mais oui, enfin c'est pas exactement le terme que j'ai employé. C'est surtout un glissement, malheureusement. C'est qu'aujourd'hui, on est en train d'habiller Paul et on déshabille Jacques, vous voyez. Parce que à un moment donné, on a dévitalisé nos centres-bourgs.
on n'a plus aucun commerce qui peut se maintenir. Les coûts des loyers sont exorbitants, les coûts de l'énergie sont exorbitants. Moi, vous savez, et ça devrait sensibiliser la gauche et l'extrême gauche, vous savez, quand j'ai des boulangers qui me disent, vous savez, moi, que je suis obligée de faire mon pain dans le noir. Mais vous savez que quand... C'est quand même qu'il y a un vrai problème. Vous savez pourquoi Marine Le Pen prospère dans certaines zones périurbaines ou rurales? C'est quand un écolo lui dit il faut plus utiliser votre véhicule diesel parce que ça pollue l'atmosphère. Qu'est-ce que les Républicains vous ont toujours dit? Que fait l'électeur? Il vote Rassemblement National. On met la charrue avant les bœufs. Et on est bien d'accord, c'est ce que les Républicains vous ont toujours dit. On a toujours, par exemple, les eaux à faible émission, on l'a toujours dit que c'était nocif pour les Français qui viennent notamment des milieux ruraux, pour les classes moyennes, parce qu'aujourd'hui un véhicule électrique coûte très cher, mais on est sur le dogmatisme idéologique des écologistes portés par l'extrême gauche, qui en vérité n'a pas une conscience écologique, a une politique de décroissance. Et en fait, elle veut réduire à néant notre économie française, et au final, finalement, on revienne à l'âge de pierre. Les Français, William Martinet. On parle beaucoup du Rassemblement national depuis tout à l'heure. C'est dommage du coup qu'on n'ait pas un représentant du Rassemblement national. On aurait pu lui ou elle poser des questions. On aurait pu lui demander par exemple pourquoi le Rassemblement national est contre l'augmentation du SMIC. Et que sur ce sujet-là, ils sont main dans la main avec les macronistes et le LR. Ils votent les amendements avec vous dans l'hémicycle. En tout cas, pour refuser l'augmentation du SMIC, c'était Rassemblement national, macroniste et LR. On pourrait leur demander aussi, parce que les gens qui travaillent avec des petits salaires, c'est pas seulement ceux qui sont au SMIC, c'est aussi ceux qui sont autour du salaire médian, qui sont à 1500, 2000. On pourrait leur demander pourquoi est-ce qu'ils refusent l'indexation des salaires sur l'inflation. Voilà, parce que les gens, le panier au supermarché, ça a été plus 15%, et quand on a un salaire moyen, ça n'a pas été plus 15%. Voilà, on pourrait demander aussi au Rassemblement national pourquoi est-ce qu'ils sont pas pour le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Voilà, surtout pendant la crise Covid, on a eu une accumulation de richesses absolument déraisonnable entre les mains de quelques-uns. C'est peut-être temps de répartir un peu mieux ces richesses. Et pourquoi est-ce que le Rassemblement national refuse systématiquement de voter ça? Sur la question sociale, sur la question sociale, le Rassemblement national, en réalité, a le même logiciel politique, économique que les macronistes qui sont au pouvoir. Voilà, ils refusent de donner des droits aux travailleurs. Ils refusent de mieux répartir les richesses. Ils ont un logiciel qui est libéral. Mais moi, je viens de vous donner toutes nos propositions. Je ne sais pas si vous avez compris dans ce que je disais. Alors, excusez-moi, c'était peut-être pas très clair, mais du coup, la France insoumise, on est pour l'augmentation du SMIC, l'indexation des salaires sur l'inflation et le retour de l'impôt sur la fortune. C'est un sujet au sein du groupe transpartisan qui a été débattu. Alors, évidemment, tout le monde n'était pas sur la même longueur d'onde. Il y a globalement, mais c'est un sujet qui existe depuis cette mandature encore davantage, qu'est-ce qu'on fait avec le Rassemblement national? Est-ce qu'à un moment, on considère que c'est un parti, j'allais dire, comme les autres, et donc on l'associe au projet, et c'est en les mouillant dans notre fonctionnement démocratique, qu'on arrivera à les décrédibiliser? Ou est-ce qu'on maintient un cordon sanitaire absolu? Ça veut dire quoi, qui fait que le risque... Je défends pas le Rassemblement national, mais ça veut dire quoi? On finirait par le croire, monsieur Cordon, mais non, évidemment que non. Mais c'est un cordon sanitaire, ça veut dire quoi? Concrètement, monsieur Bourdin, concrètement, le cordon sanitaire, c'est nous n'acceptons pas dans le groupe de travail transpartisan sur les déserts médicaux d'élus du Rassemblement national. C'est ça le cordon sanitaire. C'est une erreur. C'est un débat. C'est un débat. Vous faites monter exprès et artificiellement Marine Le Pen par vos agissements. C'est ça qui est grave. C'était une décision du groupe transpartisan. Vous êtes représenté. C'est une décision de la Macronie, c'est les éléments de langage. Je m'oppose à ça. Vous n'êtes pas dans le groupe de travail transpartisan et vous vous permettez de dire ce qu'il en est sorti. Mais c'est faux. Vous avez des adhérents LR qui y sont. C'est grave d'agir comme ça. Marine Le Pen, le président de la République est en Chine. Certains ont critiqué ce voyage du président de la République au moment où on est en pleine crise et mobilisation contre la réforme des retraites. Est-ce que c'est critiquable? Bien sûr, parce que la Chine, pourtant, ça devrait vous parler. Vous devriez être content. Il y a une stratégie depuis quelques semaines, que ce soit du côté de Macron ou d'Elisabeth Borne, d'essayer de tourner la page. Voilà, ils voient bien la difficulté. Le voyage était prévu depuis longtemps. Sauf qu'il n'y a pas que ça. On sait que depuis d'ailleurs le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron est quasiment uniquement concentré sur l'international et il a cherché en fait le moins possible à mener le débat sur la réforme des retraites. En ce moment, donc bien sûr. Mais moi je pense qu'il y a une stratégie qui est assumée de leur part d'essayer de tourner la page, que ce soit sur l'international, sur les sujets sociaux aussi. La tentative qu'ils ont eue avec l'intersyndicale, on les rencontre
Elisabeth Borne qui invite l'intersyndicale pour discuter de tout, sauf de la réforme des retraites. Moi, je pense que ça ne va pas marcher, que ce soit les voyages à l'international pour discuter du travail. Oui, voilà, mais sauf de la réforme des retraites. Donc, ce qui est pourtant le sujet sur lequel les gens se mobilisent. La réalité, donc ça, je pense que ça ne marchera pas. Pour critiquer, ça n'a pas de sens et c'est vraiment ce que n'aiment plus les Français. Non, moi, je pense que le président de la République, oui, doit aller parler avec ses homologues étrangers parce que dans nos institutions, la politique étrangère, la diplomatie française est menée par le chef de l'État. Là où moi, ça me pose question, c'est que effectivement, il laisse le pays dans un mal-être et dans un malaise parce qu'il a toujours essayé de tout grouper autour de lui. Et on voit bien qu'il a un gouvernement autour de lui qui n'est pas capable de porter les difficultés que l'on connaît et donc de mener la politique du gouvernement, la politique pour la nation, ce qui est le rôle du Premier ministre. Donc effectivement, la manière de concevoir est quand même un peu compliquée. Vous savez, ça me rappelle moi ce que j'ai sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Quand je vais voir une entreprise, j'ai toujours un commentaire. Ah, j'espère que vous avez parlé des 64 ans aux salariés, ils sont pas contents. Quand je vais voir les boulangers, ah, j'espère que vous leur avez parlé de la retraite des 64 ans. Bon, un député aujourd'hui, quand je vais voir une association, ah, mais alors les gens pourraient plus être bénévoles parce que 64 ans, etc., etc. En fait, quand on est député, c'est comme quand on est président de la République, on a beaucoup de sujets à gérer. La réforme de retraite, malheureusement, aujourd'hui, c'est pas le seul que j'ai sur la table et le président de la République, c'est pas le seul sujet qu'il a sur la table. Il y a aussi l'ordre du monde à gérer accessoirement. Donc, merci à tous les trois, Anne-Laure Blin, Christophe Marion et William Martinet, merci d'être venus nous voir pour débattre. C'est toujours très intéressant, entre 11h et 12h. Vous savez que vous pouvez retrouver ce débat podcast sur sudradio.fr en podcast et sur notre application Sud Radio. Il est 11h59.